Bonjour. Aujourd'hui, on explore le règne de Louis XV, le fameux bien-aimé. Oui, un règne incroyablement long, 1715 à 1774. Il succède à Louis XIV. Et c'est le seul roi né et mort à Versailles. C'est ça, Exactement. un symbole fort. Alors, notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer un peu les paradoxes de ce roi. Comment le bien-aimé du début a pu finir ben, si mal aimé à Paris à sa mort. C'est toute la question. Et faut voir le départ déjà. Il devient roi à 5 ans. Tout petit. Ah oui, un enfant roi. Et pendant la Régence, le duc d'Orléans, pour asseoir son pouvoir, il fait une fleur, enfin, un cadeau empoisonné au Parlement. Les cours de justice. C'est ça, les plus hautes. Il leur redonne le droit de remontrance, le droit de critiquer les lois du roi avant de les enregistrer. Ça va plomber la monarchie pour des décennies. Ah d'accord. Pourtant, les premières années, quand son ancien tuteur, le cardinal de Fleury, est aux commandes jusqu'en 43, ça a l'air plus calme, non? Oui, tout à fait. Fleury, c'est la stabilité, une certaine prospérité même. Le royaume s'agrandit avec la Lorraine, le duché de Bar. C'est là qu'il devient le bien-aimé d'ailleurs. Exactement. Fleury joue la prudence, la diplomatie discrète, il essaye d'arranger les finances. C'est une gestion plus sage, on va dire. Mais alors, qu'est-ce qui coince après? Le tournant, c'est vraiment 1743. Fleury meurt, et là, Louis XV, il a 33 ans et il dit « Bon, maintenant c'est moi qui gouverne seul. Sans Premier ministre. » Ah, et c'est là que les envies commencent. Disons que les difficultés et les contradictions deviennent beaucoup plus visibles, oui. Et parmi ces difficultés, il y a ces fameux parlements dont tu parlais. Une opposition constante. Constante. Au début, c'est un peu mêlé aux querelles sur le jansénisme, ce courant catholique un peu rigide et critique. Oui, Mais très vite, ça devient une affirmation politique. Ils défendent leurs privilèges, mais aussi une certaine idée de la monarchie, moins absolue. ça a dû chauffer parfois. Ah oui, la séance de la flagellation en 1766 par exemple. Le roi vient en personne au Parlement de Paris pour leur rappeler, et très sèchement, que c'est lui le patron, l'autorité suprême. Et ça culmine comment cette affaire? Avec le chancelier Maupeou en 1771. Une réforme radicale. Il casse les parlements, exile les magistrats. Très autoritaire. Bon, ça ne tiendra pas, Louis XVI reviendra dessus, mais ça montre la gravité de la crise. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi le poids des guerres, non? La guerre de succession d'Autriche. Oui, alors là, militairement, on gagnait des batailles. Fleurus, Fontenoy. Mais à la paix d'Aix-la-Chapelle, en 48, la France ne gagne rien territorialement. Rien? Pourquoi? Le roi dit qu'il a agi en roi et non en marchand. Une sorte de grandeur, mais Mais ça passe mal, j'imagine. très mal. L'opinion ne comprend pas. C'est là qu'on dit bête comme la paix ou travailler pour le roi de Prusse. Parce que Frédéric II, lui, il garde sa conquête, la Silésie. Et après, il y a la guerre de 7 ans. Encore pire. 1756-1763. Ruineuse. Et là, c'est la perte d'une grosse partie de l'empire colonial. Le Canada, l'Inde. Au profit de l'Angleterre, principalement. Même si on sauve quelques îles à Sutre aux Antilles qui rapportent beaucoup, c'est une claque terrible. Et en plus, renversement spectaculaire des alliances. On se rapproche de l'Autriche, l'ennemi de toujours. Difficile à avaler pour l'époque. Et l'image personnelle du roi, elle souffre aussi. On parle beaucoup de ses maîtresses. Ah oui, Madame de Pompadour d'abord, intelligente, cultivée, elle protège les arts, les lumières, mais on lui reproche son influence politique, ses dépenses. Et après elle, Madame du Barry. Voilà. D'origine plus modeste, elle devient la cible de pamphlets terribles. Ça divise encore plus la cour. Mais au-delà de ça, ces liaisons ont un autre effet. Lequel? Le roi se sent coupable, en état de péché. Du coup, il arrête de communier en public. Et il arrête aussi le toucher des écrouelles. Ce rituel où le roi était censé guérir les malades. Exactement, c'était un lien symbolique très fort entre le roi, le sacré et son peuple. En arrêtant ça, il se coupe un peu plus des gens. Ça participe à la désacralisation de la monarchie. Et son caractère personnel n'arrange rien apparemment. On le dit intelligent, cultivé, oui, mais aussi très secret, timide, presque fuyant. Il préfère les cris, les dossiers. Il manque cruellement de ce qu'on appellerait aujourd'hui la communication. Son silence, son retrait, ça nourrit les critiques, les rumeurs. C'est fou ce contraste permanent. D'un côté, l'âge d'or des arts déco, le style Louis XV qu'on connaît tous. Absolument. L'architecture aussi, avec Jean-Jacques Gabriel, la place de la Concorde, le petit Trianon, le soutien aux peintres, Boucher et Latour. Et de l'autre, ces guerres perdues, cette image qui se brouille. Et pendant ce temps-là, les idées des Lumières progressent, la physiocratie aussi.
Cette théorie économique centrée sur l'agriculture. Oui, et tout ça, ça conteste l'absolutisme, l'ordre ancien, alors que, paradoxalement, le roi, lui, il renforce son administration, il crée de grandes écoles d'ingénieurs, mais cette administration moderne, un peu techno, elle le coupe aussi d'une partie de sa noblesse. Encore un facteur d'isolement. Donc si on essaye de synthétiser, on aurait une sorte de mutation silencieuse sous une stabilité qui n'est qu'apparente. C'est une bonne image, oui. Des réussites culturelles indéniables, un État qui se modernise dans ses structures. Mais à côté, un affaiblissement diplomatique, des guerres qui coûtent cher, une opposition politique qui monte et une opinion publique, surtout à Paris, qui se détourne de plus en plus. Le bilan des historiens est nuancé. Certains parlent de stagnation, d'indécision, ils pointent les échecs. D'autres insistent sur les transformations profondes, économiques, administratives. Le personnage du roi lui-même reste une énigme, intelligent mais comme paralysé par moments, tiraillé entre sa vie privée et une forme de piété tourmentée. Et pour laisser nos auditeurs sur une pensée, sans vouloir refaire l'histoire, on peut se demander à quel point cet affaiblissement de l'autorité royale, ces tensions jamais vraiment réglées sous Louis XV, n'ont pas Mais préparé le terrain. préparer le terrain pour la révolution qui va emporter son petit-fils, Louis XVI, même pas 20 ans après sa mort. C'est une question qui reste ouverte. Absolument, de quoi réfléchir. Merci beaucoup. Merci à vous.